Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce troisième jour de programme. Bon dimanche à tous et puis bonne troisième journée. Alors, je suis très heureux maintenant d'accueillir Christine Leclerc-Scherling. Alors, Christine, elle est coach organisationnel, elle est docteur en psychologie internationale, spécialisée notamment dans le post-traumatique. Et donc, je vous laisse avec sa conférence sur les sensations, les perceptions et enfin les hyper, la case hyper. Merci à tous, je vous retrouve tout à l'heure. Et... Bonjour Christine. Bonjour Alban, merci Alban. Bonjour tout le monde. Bonjour, Et, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien ressourcés et que vous êtes prêts pour la troisième journée. Euh, je vois en haut à droite, il y a cette espèce de petite barre bleue qui nous dit combien de temps il nous reste. Moi, je sais pas, ça me stresse un petit peu de me dire qu'on est dans la dernière ligne droite. Mais je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui, très heureuse. Alors moi, ce que je vous demande, c'est deux choses déjà. Et puis ensuite, je vais introduire la conférence. Mais j'aimerais que vous ayez tous quelque chose pour boire. Voilà. C'est bon. Je m'inquiète un petit peu de votre hydratation, mais c'est aussi parce que j'ai besoin de vous. Comme on n'est pas en présentiel, c'est pas forcément la même chose. Puis j'ai décidé de faire une présentation sans slide, donc j'ai besoin de vous pour faire une expérience ensemble. Alors j'aurais besoin de vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre une tasse, une grande tasse, mais s'il vous plaît, préparez quelque chose à boire. Je vais vous donner 2-3 minutes où je vais parler de moi, introduire un petit peu qui je suis. Comme ça vous donnera le temps d'aller chercher quelque chose qui vous convienne bien. Et puis aussi, j'aimerais que vous pensiez à une chanson que vous aimez beaucoup. Une chanson que vous aimez beaucoup. Donc, deux choses que je vous demande avant vraiment d'introduire le sujet. Je vous demande une chose, c'est d'aller prendre un verre de quelque chose que vous avez envie de boire. Ça, c'est important, que vous ayez envie de boire. Je ne vais pas vous forcer non plus, mais quelque chose que vous ayez envie de boire. Et puis, que vous notiez quelque part, vous ayez pensé à une chanson que vous aimez beaucoup. Voilà, alors je vais regarder un petit peu l'heure. On va donner 2 minutes. Pendant 2 minutes, je vais vous parler de moi. Comme ça, si vous avez dû aller dans une autre chambre, vous allez pas louper la conférence, vous allez juste louper un petit peu de moi. Alors oui, je suis Christine Leclerc-Scherling. Ça fait 20 ans que je suis psychologue du travail. C'est facile de me souvenir de ça parce que j'ai terminé mes études en l'an 2000. Donc voilà, on est en 2021, ça fait 20 ans. Et puis, j'ai aussi une grande passion pour autant le monde de l'extérieur et le monde de l'intérieur. Donc j'aime beaucoup la psychologie pour comprendre les gens, mais j'aime aussi beaucoup le monde. J'ai fait un master en assistance humanitaire parce que je pensais que j'avais envie d'aller comprendre comment utiliser les ressources comme dans la psychologie du travail, mais dans des endroits où c'était un peu plus au défi, avec moins d'accès à des ressources justement. Et puis après ça, j'ai aussi fait un master en communication parce que pour moi, la psychologie et la communication sont un peu des jumeaux comme ça qui vont bien ensemble. Si on se comprend bien, mais on sait pas communiquer, et si on communique mais qu'on n'a rien à dire, eh ben on est un peu vide des deux côtés. Donc, et ensuite tout ça, j'ai mis tout ça en place ensemble pour aller étudier la psychologie internationale. Et l'hypothèse derrière la psychologie internationale, c'est de se dire qu'on n'est pas le centre du monde, que en fait plutôt que de regarder le monde depuis un point de vue des concepts occidentaux où on a un peu une position de supériorité, on va regarder des concepts universaux, mais comment ils se mettent en place localement. Donc l'idée, c'est vraiment de respecter l'émergence locale de la culture, des vérités qui ont de la congruence localement, et tout ça, en fait, de rattacher ça avec des choses qui sont plus universelles. Alors voilà, j'espère que ça vous donne 2 minutes pour avoir quelque chose à boire et que vous avez pensé à la chanson que vous préférez, que vous aimez, une chanson. Voilà. Et j'ai pas de moyen vraiment d'avoir des confirmations. Peut-être que vous voulez mettre dans le chat que vous êtes prêts. Ça vous va? Je vous laisse quelques secondes pour voir. Puis ça me permet de tester le chat aussi. Si vous voulez me dire bonjour, me dire que vous avez votre café, votre thé ou me mettre des petits emojis. Ah, sympa. Bonjour Eva. Bonjour, bonjour. Bonjour Marie, super, on est prêt. On est au moins trois, c'est bien. Bonjour Clément, bonjour Nadège, bonjour Sandra, bonjour Aïssa. Bonjour Nelly, bravo, bravo, super. Eric. Ah ben voilà, on est prêt. Delphine, Alexandra, on est tout plein, super. Bonjour Christophe, café, chanson, parfait, check, check. Génial. Bonjour Isabelle. Ah, et en plus on partage des chansons, ouais.
quand vous voulez. Bonjour Valérie. Alors voilà, l'idée d'aujourd'hui, donc je vous disais tout à l'heure, je vais pas faire de slides et généralement j'aime bien avoir des slides parce que ça me permet de savoir où je commence et où je termine. Et puis ça vous permet aussi de savoir que j'avais pensé là où j'allais commencer et là où j'allais terminer. Mais aujourd'hui, j'ai un défi. J'aimerais que ce que je vois dans ma tête, que vous puissiez le voir aussi. Donc, mon défi à moi, c'est qu'avec mes mots, j'aimerais pouvoir créer une expérience qu'on va partager ensemble, plutôt que d'avoir un troisième élément, un média, où on est tous ensemble à regarder la même chose. Là, je vais me forcer en fait à utiliser mes mots pour créer une expérience, pour que à la fin, j'espère que l'expérience que j'avais envie de créer soit la plus proche dans votre cerveau, dans votre tête, de celle que j'ai dans ma tête. Voilà le défi. Voilà. Merci Christophe. Ah, ça fait du bien, merci. Bonjour Valval, c'est un super nom. Vidéo potentielle, bonjour. Bonjour Richard, bonjour Emmanuel. Voilà, alors j'ai un petit dessin quand même. Alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Moi, j'ai pas les talons de Sandra. Mais je vais revenir un petit peu sur tout ce qu'il est à l'envers. Alors l'idée, je vais décrire un peu ça. Alors on vit dans un univers, voilà. Je suis sûre que quand vous étiez enfant, vous avez fait ça, vous avez joué à ce jeu-là. Moi, je suis née à Couvet, dans le Val de Travers, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, en Europe. Debatable, mais bon, quand même en Europe, et ensuite dans le monde, et le monde est dans l'univers. Voilà. Je pense que vous avez joué à ces jeux-là. Nous sommes tous dans un univers qui a plus de 100 milliards d'étoiles. Et ensuite, dans cet univers-là, il y a le monde. Et ensuite, sur ce monde, il y a 7-8 milliards d'humains comme nous. Et dans chacun de ces humains, et c'est là où je vais vous donner une seconde parce que c'est complètement fou, dans chacun de ces humains, il y a 100 milliards de neurones. Et si vous dites que vous avez déjà entendu ce chiffre, c'est parce que je viens de le dire. Il y a 100 milliards d'étoiles dans l'univers et il y a 100 milliards de neurones dans votre cerveau. Voilà. Peut-être envie de faire ce que je fais. Moi, à chaque fois que je dis ça, j'ai besoin de mettre mes deux mains sur mon cerveau. Je trouve ça complètement fou. 100 milliards de neurones. J'ai un univers dans mon cerveau. Il y a autant de neurones dans mon cerveau qu'il y a d'étoiles dans l'univers. C'est complètement hallucinant. Et donc, ces neurones-là, je suis née avec, vous êtes nés avec. Et puis, le pari aujourd'hui, c'est de voir ce qu'on peut faire quand on s'échange, quand mon cerveau échange avec votre cerveau sur cette planète et de voir comment on arrive à échanger des expériences. Alors en fait, ce monde, il existe sans que nous, on existe. Hein. Moi, j'ai la chance d'être un de ces 7-8 milliards d'êtres humains et j'ai la chance d'interagir dans ce monde-là. Enfin, je trouve que c'est une chance formidable, j'adore ça. Et en fait, au fur et à mesure où je grandis, je me construis un monde. Donc, la première année, mon cerveau, votre cerveau, a doublé de volume et de poids la première année. Parce que pendant la première année, vos sens ont été bombardés par des informations de tous vos sens, par des informations de ce que vous avez vu, de ce que vous avez senti, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez goûté, de ce qui vous a touché votre peau, aussi de la manière dont vous avez bougé votre corps, comme vous avez appris à maîtriser vos muscles, et puis à prendre de l'espace dans l'espace. Et tout ça ensemble a permis en fait à créer ces connexions de base pour que vous puissiez reconnaître le monde dans lequel vous êtes et petit à petit interagir de plus en plus avec ce monde-là. Donc d'un monde à l'extérieur, vous vous êtes créé un monde à l'intérieur. Et au fur et à mesure que vous avez des expériences, vous enrichissez le monde que vous avez à l'intérieur. Jusqu'ici, ça va. Donc en fait, chaque sens vous amène de nouvelles informations sur le monde qui existe. Donc vos sens sont quelque part la frontière entre l'extérieur et l'intérieur. Ce qui est assez incroyable, c'est que chacun de vos sens va utiliser le même parcours pour arriver à un langage commun qui est donc dans la communication dans votre cerveau. Et ça va se faire avec 3 types de neurones. Donc, les neurones qui vont de l'extérieur à l'intérieur, les neurones afférents, les interneurones qui vont en fait communiquer entre eux à l'intérieur, et ensuite les neurones efférents qui vont aller du cerveau jusqu'au monde. Donc, si vous vous sentez un peu comme un arbre avec la sève qui monte et la sève qui descend, c'est à peu près ça. On n'est pas aussi compliqué que ça. Des neurones qui vont de l'extérieur à l'intérieur, des neurones qui restent à l'intérieur et des neurones qui vont de l'intérieur à l'extérieur. En gros, voilà, c'est assez simple. Ensuite, chacun de ces sens sont sur votre corps.
Donc il y a une structure accessoire, votre bouche, votre nez, vos yeux, vos oreilles, la peau qui est le plus grand organe de réception des sensations. Donc vous avez votre peau, vos muscles, vos articulations, et puis l'espace que vous prenez aussi dans l'espace. Tout ça, ça vous donne des informations sur le ici et maintenant, le monde dans lequel vous vivez et le monde dans lequel vous interagissez. Et donc cette surface accessoire, à l'intérieur, elle a un espèce de traducteur. Elle a une cellule qui est un récepteur qui va recevoir l'information, que ce soit de la lumière et des couleurs dans les rods et dans les cônes des yeux, derrière à l'arrière de l'œil, ou alors même que ce soit la déformation de votre peau quand vous saisissez un objet. Et ça va être reconnu par, ça va être modifié. Quand votre peau va se modifier, elle va envoyer des signaux au cerveau. Et donc chacun de vos sens a cette cellule absolument incroyable. Comme dans l'oreille, on a les cellules capillaires qui ressemblent à des poils, et le son va faire vibrer comme ça le haut de la cellule, et l'intérieur qui est dans le nerf va envoyer des signaux, donc coder ces signaux, les envoyer au cerveau. Et ce qui est impressionnant, c'est que votre cerveau, en fait, reçoit des informations de sens qui sont très spécifiques et très distincts, mais quelque part, ils parlent tous le même langage neuronal, et quelque part, on en fait un sens quelconque. Alors, vous êtes prêts? Vous avez votre boisson? Vous êtes prêts? Ah voilà. Ce que je vous propose de faire, c'est un peu de comprendre la complexité d'un truc tout simple. Alors voilà, on va prendre notre récipient, notre tasse, gobelet, verre, voilà, tout ce que vous avez choisi. Et ce qui est en train de se passer là, et suivez avec moi, c'est que là maintenant, votre main, la peau de votre main se déforme et va en fait envoyer des signaux à votre cerveau qui fait que vous reconnaissez que vous êtes bien en train de tenir cette tasse. Et c'est aussi vous donner des informations, de dire il faut la tenir assez fort pour qu'elle tombe pas trop mou, pas trop bouger. Donc vous recevez plein d'informations de la déformation de votre peau sur la tasse pour pouvoir bien interagir avec cette tasse. Vous avez aussi une reconnaissance que c'est bien la tasse et pas, je sais pas, un autre objet, un téléphone ou autre chose. Et bon, pour vous confirmer que l'intention que vous avez eue de prendre la tasse est bien ce que vous avez fait. Voilà tout ce que vous venez de faire avec votre sens du toucher. Ensuite, vous allez confirmer avec votre sens de la vue, vous allez regarder la tasse et bien voir. Et là, vous allez viser. Et puis, en amenant la tasse près du visage, alors tout à coup, tous ces sens qui sont là, au milieu du visage, vont s'activer. Là, vous allez voir, confirmer. Quand vous arrivez proche, vous allez sentir et vous allez confirmer que c'est bien la boisson que vous vous attendez à boire, qu'il ne s'est rien passé entre-temps. Ensuite, vous allez peut-être regarder aussi. Et après, vous allez déformer la peau autour de la lèvre, qui va vous confirmer que vous êtes bien en train d'avoir l'expérience de boire. Et après, finalement, vous allez boire ce que vous avez senti et vous allez confirmer avec votre sens du goût que c'est bien ce que vous aviez senti. Je vous laisse le faire. Voilà, tout ça. Et en fait, ça s'est pas arrêté là. Ce qui s'est passé quand vous avez bu votre gorgée, alors c'est venu à votre cerveau et votre cerveau s'est stimulé en comparant, contrastant, catégorisant. Peut-être que c'est le meilleur café de votre vie, ou peut-être que c'est pas le meilleur café de votre vie, mais quand vous vous souvenez de ce café que vous avez eu à une terrasse une fois, et ben tout à coup, une terrasse, ouais, une terrasse une fois, tout à coup ce café il a un meilleur goût, il ressemble à autre chose, et puis c'est plus le café banal de 9h15 du matin pendant la conférence, mais tout à coup ça devient une expérience, ça se connecte à plein d'autres choses que vous avez vécues avant. Alors voilà, ce que l'idée du mais en pleine conscience, et ben voilà, c'est un petit peu ça aussi. Mais même on n'est pas obligé de savoir tout ça sur ses sens pour vraiment vivre l'expérience. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que même si on se dit prendre un café, c'est le sens du goût, c'est de se rendre compte qu'il faut beaucoup plus que juste le goût. C'est vraiment une connaissance, enfin une expérience que chacun de nos sens est impliqué et est là pour donner toute la profondeur et puis toute la richesse à l'expérience. Voilà. Après,
qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc on va créer donc cet univers ensemble avec des expériences qu'on fait ensemble et nos sens, c'est la seule manière d'avoir une expérience du ici et maintenant. Si j'ai pas si j'ai pas mes sens qui confirment ce qui est en train de se passer, je peux me créer mon expérience toute seule du café. Là maintenant, je peux penser, merci Isabelle. Là maintenant, je peux penser au vin chaud. Ben, hier soir, j'ai bu un vin chaud. J'adore ça en ce moment, j'en ai vraiment envie. Et puis, je peux me créer mon expérience maintenant et je peux même la partager avec vous, vous dire où j'ai trouvé mes épices dans une petite boutique, dans un centre commercial à Berne, parce que des copines m'avaient donné l'adresse. J'ai suivi la recette d'une autre copine qui m'a expliqué comment le faire. Et puis après, j'ai utilisé une bouteille. Ça m'a pris une semaine pour arriver à l'ouvrir parce que j'ai un tire-bouchon, c'est le couteau suisse parce que j'ai cassé mon tire-bouchon il y a une semaine. Je peux vous raconter tout ça. Bonjour Vlasta. Je peux vous raconter tout ça. Et puis, en fait, créer une expérience sans pour autant avoir l'expérience de la tasse et de la boisson. Et ça, j'aurais créé toute seule, avec vous, mais avec mes interneurones, en utilisant une expérience passée, en utilisant ma voix, en vous communiquant l'expérience que je viens de créer dans mon cerveau. C'est valide, ça marche aussi. Mais c'est pas la même chose que d'avoir les sens ici et maintenant qui confirment une expérience. Donc voilà la différence entre passer de mes neurones afférents, donc c'est-à-dire que j'ai une expérience qui va être retranscrite dans mon cerveau et c'est une nouvelle expérience, ou utiliser mes interneurones pour aller dans ma mémoire et créer à partir d'expériences et de sensations déjà vécues pour réexpérimenter et puis pour partager avec justement mes neurones efférents, donc sortir de ma tête par ma communication. Voilà. Donc il y a un out in, donc il y a le monde extérieur qui vient dans son monde intérieur enrichir le monde qui existe déjà, et ensuite il y a le monde qui existe et ce qu'on peut en faire, et ensuite à partir de ce monde-là, du in-out qui va de l'intérieur de son monde à l'extérieur pour changer le monde. Donc le monde nous change, nous consommons le monde, nous créons un monde et ensuite à partir du monde que nous créons, nous produisons dans le monde pour le changer. Nous interagissons. Chacun de nous, en faisant ces gestes tout simples, Alban parlait de la respiration hier, mais c'est aussi simple que ça. Je respire, j'inspire, je prends le monde et ma respiration, ce que je dégage va changer le monde dans lequel je suis. Après, c'est moléculaire, mais de dire absolument tout a une action, une réaction. Et puis, vous avez une place, vous changez le monde, vous avez un monde, et ce monde aussi vous change. Alors, après, c'est donc on parlait des 5 sens, on parlait de l'ici et le maintenant. Enfin, il y a plus que 5 sens, il y en a 7 ou 8. Après, il y a deux choses qui se font au fur et à mesure où on grandit. Il y a une manière de procéder ou de catégoriser les informations top-down ou bottom-up. Bottom-up, c'est-à-dire que vous partez de la sensation et c'est la sensation qui va venir nourrir votre cerveau. Donc, peut-être que j'ai jamais goûté ce qu'il y a dans cette tasse-là. Je le regarde, je vois la couleur, je me dis, oh, ben, ça ressemble à tout ça. J'imagine ce que j'ai déjà vu, mais j'ai jamais essayé. Ensuite, je vais sentir pour essayer de voir si je peux comparer quelque chose que j'ai déjà vu ou senti ou expérimenté. Et ensuite, par le sens du goût, je vais créer une nouvelle case dans la boîte boisson. Et puis, cette nouvelle case, elle aura un nouveau sens et puis il y aura une nouvelle expérience. Et c'est très fort, mais ça, c'est donc du bottom-up. On commence de la sensation et on en arrive à une expérience. Après, logiquement, vous pouvez aussi utiliser votre expérience passée pour influencer votre expérience présente. Ça, c'est le top-down. Donc, vous avez déjà des expériences. Peut-être que quand j'ai goûté mon café, je m'attendais à ce qu'il soit chaud, fort, sans sucre, sans lait, parce que c'est comme ça que je l'avais préparé. Et puis, le moment où je le bois, eh ben, il n'est plus aussi chaud. Et donc, du coup, j'ai pas rempli mes attentes. Mes attentes par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'en attendais, elles ont pas été remplies. Et donc, ce qui est
imaginez, alors Eric dit, imaginez aller dans ce qu'on a déjà vu. Alors il y a un peu de ça. L'imagination, c'est justement ça. C'est ce monde que vous avez déjà expérimenté, compris, vu, mais c'est aussi plus riche. C'est que vous pouvez, avec vos 100 milliards de neurones, le transformer comme vous voulez. Vous pouvez prendre des choses qui n'ont jamais été ensemble et les mettre ensemble et comparer, contraster. Vous pouvez vous amuser avec à mixer vos sens. Vous pouvez tout à coup prendre quelque chose que vous avez aimé voir avec quelque chose que vous avez aimé entendre, et puis tout à coup vous avez un film qui se passe dans votre tête avec votre propre soundtrack. On peut faire ça. Très intéressant, merci Céline. Comment articulez-vous les émotions dans ce processus? J'y arrive. Alors, effectivement, maintenant l'émotion qui va en arriver, et puis là c'est le grand truc. Laissez-moi juste vous parler d'absolu. Après nous, tout ce qu'on a envie de faire, top-down et bottom-up. C'est le process top-down et le process bottom-up. Voilà. Et puis après, middle-out, ce serait dans la tête tout seul. Mais donc, partir de la sensation à la perception, c'est bottom-up. Et ça, c'est les enfants. C'est comme ça qu'ils doublent leur cerveau la première année. Ou top-down, ça, c'est depuis l'attente, la perception et l'expérience qui va un petit peu transformer la manière dont on a l'expérience par le sens. On aura besoin de confirmer par le sens, mais ça va pas toujours marcher. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je répète certaines choses. Donc, dans cette quête de l'absolu, dans cette quête de la sensibilité, de la justice, de l'authenticité, ce qu'on va rechercher, et dites-moi pas que j'ai tort, ce qu'on va rechercher, c'est la sensation absolue. Moi, je sais que je vais passer un plaisir fou à essayer d'être vraiment dans l'expérience que j'ai pour en dégager la moelle et la saveur de la vie, mais totalement. Et puis, donc, je vais essayer de vraiment prendre le temps de goûter, prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'imaginer, prendre le temps de regarder. En plus, j'arrive pas à faire deux trucs à la fois. Je suis du genre où je dois arrêter la radio quand je fais une marche arrière parce que j'ai vraiment envie d'être ici maintenant et de profiter de l'expérience que mes sens me donnent. En plus, je suis vite bombardée, donc j'essaie de me focaliser sur ce qui se passe quand ça se passe. Alors maintenant, l'idée d'avoir un sens pur, neutre et d'avoir une expérience absolue, elle n'existe pas du tout. C'est absolument impossible. Je suis désolée. À la fois où je vous l'annonce, je vous le casse. C'est pas possible parce que, mais vous comprendrez que mes yeux ou ma main fonctionnent pas comme un appareil photo. L'appareil photo, lui, il peut avoir une photo neutre, qui n'a pas d'affect, qui n'a rien d'attaché. Par contre, vous et moi, quand on a des expériences avec nos sens, c'est impossible que ce sens ne soit pas codé par le récepteur, qu'il soit pas ensuite envoyé par le neurone jusqu'à notre cerveau où ce sera contrasté et mélangé. Donc une information des sens qui n'est pas un sens dans le monde que nous avons déjà construit n'est pas possible. Ouais. Et en même temps, c'est génial et en même temps, c'est tragique. C'est génial parce que tout fait déjà partie de ce monde. Et c'est pour ça que quand vous êtes réveillé ce matin et que vous êtes vu dans le miroir, c'était pas une grande surprise. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous aimez, vous savez où vous êtes, vous connaissez votre vie. Parce que tout ça a déjà un sens. On confirme ça tous les jours. On passe beaucoup de temps à se confirmer qu'on est bien dans la vie qu'on pense qu'on vit, qu'on est bien dans le monde qu'on pense dans lequel qu'on pense être. On passe beaucoup de temps à faire ça. Donc, c'est très bien fait que nos sens soient faits comme ça. Mais en même temps, cette quête de l'absolu, de l'authenticité, de la justice, de la vérité, il faut un peu lâcher prise et puis laisser la sensation venir, écouter avec quoi elle se contraste. Puis quelque part, on aime ou on n'aime pas. C'est une bonne sensation, c'est pas une bonne sensation. Et puis, il y a une partie qu'on contrôle, une partie qu'on contrôle pas. Et je crois que c'était Maurice et Charlotte qui parlaient de lâcher prise hier. Ben, on est là, dans l'expérience, dans la pleine conscience. Je pense qu'on peut choisir ce qu'on va garder, choisir ce qu'on va pas garder. Maintenant, comment se passe l'émotion? Alors, l'émotion, c'est votre armure presque. Fort comme un hypersensible, c'est ça. Mais c'est votre armure. C'est en fait
votre expérience du ici et maintenant avec une touche comme ça de saveur qui va vous donner une empreinte dans votre mémoire. Parce que votre mémoire, elle va utiliser l'émotion pour aller le coder et le mettre quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que votre mémoire en elle-même, elle est neutre. De la même manière où sur votre ordinateur, vous avez sauvegardé plein de photos. Ces photos, elles vous font ni du bien ni du mal quand elles sont sauvegardées dans le fichier. C'est le moment où vous ouvrez ce fichier, que vous regardez cette photo, que vous ressentez des choses. De la même manière quand vous stockez les choses dans votre cerveau, c'est le moment où ça vient titiller ça, c'est le moment où vous allez chercher, c'est le moment où vous êtes en conscience avec cette expérience que vous allez ressentir ces émotions-là. Mais avant de pouvoir les encoder, vous allez vous les vivre. Et comment est-ce que vous allez les vivre? Alors vous allez prendre des éléments de vos sens et lui donner un sens. Et ça, c'est par l'expérience et par l'émotion. Je vais vous donner un exemple assez fort là, assez fort. Mais avant ça, j'ai besoin que vous pensiez à votre chanson. Voilà, votre chanson, ce sera votre carte pour sortir de prison. Alors, ce que je peux assumer de votre chanson, c'est que vous pouvez un peu la chantonner comme ça. Oui. Donc, j'imagine que vous pouvez la chantonner. Et j'imagine aussi que vous avez des expériences rattachées à cette chanson-là. Si vous l'avez choisie, c'est qu'elle vous fait du bien. Donc, vous avez cette chanson, vous avez ces paroles, vous avez cette ambiance, il y a un rythme. Et puis, il y a peut-être une personne, il y a peut-être un endroit, il y a peut-être justement des sens, il y a peut-être des souvenirs sur votre corps, peut-être des souvenirs de ce que vous avez goûté, entendu, vu, senti. Et puis, tout ça déjà est inclus dans cette chanson. Donc, c'est donc des émotions qui sont rattachées à une expérience musicale, mais on comprend bien, c'est pas que musical, de la même manière que votre boisson n'était pas que gustative. Alors voilà, pourquoi je pensais que vous avez besoin d'une chanson, parce que moi, ça marche, ça a marché. En 2000, juste après que j'ai terminé mon master en psycho, j'ai fait 1 an d'hôtesse de l'air. J'étais chez Swissair et j'ai fait 1 an de thé ou café dans l'avion. Voilà, servais le café. J'ai vu plein de trucs, j'étais à plein d'endroits. J'avais besoin de ça parce que j'étais née dans un petit village, dans un petit pays, beaucoup de montagnes. J'ai pas beaucoup vu en dehors de tout ça. Alors j'ai fait ça pendant 1 an. Et puis, il y avait une rotation une fois où j'étais en Afrique du Sud. Il fallait revenir de Johannesburg jusqu'à Zurich. Et puis, arrive toute une rangée, comme ça, j'étais derrière. Puis, juste avant que vous alliez dans un avion, on vous donne votre station. Puis là, ce jour-là, j'étais à la station à droite, tout à la fin de l'économie. Et puis, voilà, je servais à droite, là. Et arrive au dernier rang, pas tout à fait le dernier, mais presque, 4 marins russes. 4 marins russes. Et si vous avez un stéréotype du marin russe, ça doit être assez proche. Si vous n'avez pas, je vous explique. Ils sont arrivés ils avaient déjà bu dans l'avion. Et puis, quand ils sont arrivés sous, ils ont encore commandé des petites bouteilles. Et puis, ça prend à peu près 45 minutes pour faire l'embarquement. Et du temps qu'on allait décoller, on m'a appelé parce qu'il a fallu que j'aille nettoyer les toilettes. Voilà. Et vous pouvez imaginer tous vos sens pour aller nettoyer les toilettes d'un avion. Et puis voilà, j'étais là. Il restait 10 minutes avant le décollage. Puis il fallait nettoyer les toilettes de la rangée droite de l'avion parce qu'il y avait 4 marins russes qui rentraient sur Zurich. Et puis, donc je prends le machin pour nettoyer tout. Et puis, quand je suis dans cette cabine, je chante la chanson Appartenir de Jean-Jacques Goldman. Je ne sais pas si vous arrivez à la chanter, mais c'est tout doux. Mais tout doux. Rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Et puis, je chante ça dans ma tête. Mon doudou, mon chéri, mon amour, voilà. Et puis, je chante ça dans ma tête. Et puis, je suis en train de laver les toilettes. Et voilà. Et puis, à la fin, c'est fini. Et honnêtement, je me souviens beaucoup plus de ma chanson parce que j'étais dans mon monde que je me souviens de l'odeur, de la vue
et d'autres choses que qu'on pu toucher ma peau. Enfin voilà. Et donc ça marche. C'est comme des jokers comme ça. Et vous en avez plein. Il y a plein de souvenirs que vous avez encodés qui sont très faciles à aller rechercher. La chanson, c'est un exemple. Euh, mais il y a plein d'autres choses où quand on commence un peu à cultiver ces, ouais, ces souvenirs ressources comme ça, qui sont bons, quel que soit le contexte où vous les ressortiez, des choses qui vous font du bien, bah c'est le genre de choses à savourer. Maintenant, donc votre émotion, comment c'est enregistré, c'est donc votre sens qui va venir vous bombarder et prendre le dessus, la priorité sur le reste et vous dire ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Fais attention à ça. Ensuite, votre cerveau va dire ah mais ça ressemble à ça. Et puis dans ces cas-là, je me sens comme ça. Et puis mis ensemble, ce sera l'expérience associée à une émotion. Après, vous avez un petit peu de pouvoir quand même, enfin, pas mal même. Donc, ces interneurones là, ils ont du boulot. C'est vous qui décidez comment vous allez organiser ça. Je vais vous donner un exemple, mais vraiment tout bête. J'avais 18 ans et puis je devais aller rencontrer les parents du copain que j'avais à l'époque. Et puis, j'arrive à la gare et puis je dois aller chercher un gâteau. Et puis, ah là là, mais qu'est-ce que je me sentais pas bien dans ma peau. J'avais l'impression d'être trop machin, pas assez de trucs, jamais assez ça, et puis surtout beaucoup trop de ça. Et puis, je regardais tous les gâteaux à la gare, et puis, ah, celui-là était trop gros, celui-là était trop moche, celui-là était trop cher, celui-là avait trop de fruits. Ah, mais je voulais amener un gâteau parce que je voulais faire bonne impression. Alors, je choisis, c'était en février, je choisis une frangipane, un machin. Et puis, j'avais mon gâteau. Puis, de marcher de la boulangerie jusqu'au quai de gare, mon ventre, il était serré. Ah, j'ai plein de nœuds, je commençais à entendre des borboriques, des machins, des bruits, des trucs. Puis je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mais quelle horreur, ça va être une journée horrible. Ils vont pas m'aimer, ça va être, mais qu'est-ce que j'attends en plus? Mais c'est pas possible. Et tout à coup, je ne sais pas, une lueur comme ça, je me dis, mais en fait, ces symptômes-là que j'ai de mon corps, que j'ai de l'intérieur de mon corps, c'est aussi un sens, hein, ressentir son corps. C'est ces informations que je reçois de mon ventre, que je reçois de ma sueur, que je reçois de mon cœur qui bat. Mais en fait, c'est les mêmes que j'ai extrêmement peur ou si je suis extrêmement heureuse. C'est exactement les mêmes. Mon sens de mon corps m'enverrait les mêmes informations. En fait, c'est ma tête qui va décider. Alors ça, c'est des symptômes de nervosité. Et quand tu te sens nerveuse, tout foire. Ou ça, c'est des symptômes d'excitation. Et quand tu es enthousiaste et excité, tout se passe extrêmement bien. Ben, en fait, c'est à moi quelque part, en tout cas dans cette expérience-là, c'est à moi de choisir, et ben voilà le sens que j'ai envie de donner à ces expériences que m'envoient mes sens. J'ai le choix. Et ça, c'est de la restructuration cognitive, et je peux faire ça quand je veux. De moi, attendez, là, je vais me demander, quelles sont vraiment les informations que mes sens m'envoient? Est-ce que parce que je ne vais pas nier mes sens, est-ce qu'à partir de ces sens-là, je peux donner un autre sens à ces stimulations-là? Est-ce qu'il y aurait un sens qui serait mieux pour moi, qui m'amènerait à peut-être à avoir de l'adrénaline plutôt que de la cortisol, donc plutôt une poussée d'énergie plutôt que de l'angoisse? Est-ce qu'il y aurait par exemple, parler en public, si j'interprète tous mes symptômes comme étant une menace horrible, eh ben, je serai en fight or flight. Et c'est exactement le type de réaction qui va me bloquer mon accès au langage dans mon cerveau. Parce qu'on n'en a rien à faire du langage si on va mourir, s'il faut courir et on a une menace de mort. C'est pas très utile le langage là. Alors que si j'interprète ces symptômes-là comme étant oh, attention, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Tu as une chance folle de pouvoir connecter avec plein de gens, de partager ce qu'il y a dans ta tête avec d'autres têtes et de dire, ben voilà, je suis super contente d'être là, super enthousiaste et super heureuse. Et puis, au lieu de bloquer accès à ma communication et à une espèce de fluidité comme ça dans la parole,
Et ben c'est l'inverse. Au contraire, comme je suis très enthousiaste et heureuse, et ben ça va me permettre d'être plus dans la communication, dans la connexion, avec les mêmes symptômes. Je nie pas mes symptômes parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. On fait pas ça tous les jours, pas tous les matins, pas tous les dimanches matin à 9h. Donc je suis ici maintenant en accueillant pleinement les symptômes de mes sens, mais en donnant un sens à ces sensations qui vont dans le sens de l'histoire que je veux raconter. Voilà. J'espère que ça vous donne plein de contrôle et que vous dites que vous êtes absolument incroyable. Après, il y a un truc assez sympa, c'est le jugement. C'est quoi la place du jugement? Ben, je vous parlais de mon jugement et mon gâteau. Si on pense à ce que ça représente. Donc, si maintenant le monde que vous avez construit est un des 7 ou 8 milliards de mondes qu'il y a sur ce monde, quelle est la place de ce que quelqu'un pense de vous? Ah, ça limite quand même pas mal, hein. Donc, si je pense à, je sais pas, ma voisine me voit de temps en temps, on parle de temps en temps. Elle voit un petit bout de ma maison quand la porte elle est ouverte. Et puis, ben, les allers-retours, pas grand-chose, pas beaucoup d'informations sur moi. Et puis, elle a déjà une expérience du monde qui est complètement différente de la mienne, parce que j'ai une expérience du monde qui est assez différente. Et puis, à la fin, est-ce qu'elle a assez d'informations dans son monde pour avoir un jugement de mon expérience du monde et de ma vie qui a un sens pour moi? Ben voilà, c'est un peu, c'est un peu limite, mais je l'accueille volontiers et j'en apprends volontiers. Mais après, c'est toute proportion gardée, c'est ça. Alors ensuite, le jugement de soi. Pourquoi est-ce que j'en arrive à être dure avec moi-même? C'est un peu bizarre, non? J'ai une image de moi à l'intérieur du monde que j'ai créé. Vous vous rendez compte? Ouais. Donc, j'ai créé un monde à l'intérieur de moi et j'ai un moi à l'intérieur de ce monde que j'ai créé. Et c'est ce petit moi qui vient me juger moi. Hein? Quoi? Encore une fois, j'ai, donc depuis que je suis née, utilisé mes 100 milliards de neurones pour essayer de créer un monde qui est le plus proche possible du monde dans lequel je vis pour que je puisse être assez bien adaptée et bien comprendre ce qui se passe autour de moi. Et dans ce monde que j'ai créé une image de moi, parfois idéale, parfois réaliste, parfois voilà. Mais j'ai créé un petit moi à l'intérieur de moi et c'est cette voix-là qui va venir me juger moi. Ben, autant qu'on soit assez d'accord, vu que c'est moi qui l'ai créé, ce moi-là, on pourrait s'entendre. Donc, je préfère avoir un petit moi à l'intérieur de moi qui soit assez réaliste avec la personne que je suis. Donc, l'idée, c'est quand même aussi de s'apprivoiser un petit peu et puis de laisser un peu la place, enlever les jugements, puis laisser la place à la communication avec soi. Je pense que on peut s'y retrouver. J'ai peut-être loupé des questions en haut. Là, maintenant, je vois se jouer de soi, manipuler son impression vers une. Ouais, le mot manipuler, il est un peu. Vous comprendrez que oui, c'est le cas. Or, euh, effectivement, c'est un peu le cas là. C'est pas la manipulation. Voilà. Alors en fait, on grandit, quand on devient ado à peu près, on devient le narrateur et l'auteur de son histoire. Okay, on devient le maître, on est le héros de son histoire. C'est génial, hein. Et puis là, on se sent invincible, et puis on y va, et puis on part avec, on va, on va conquérir le monde dans lequel on croit avoir un rôle qu'on n'a peut-être pas, mais on se sent invincible. On va conquérir le monde. Puis, comme jeune adulte, on se rend compte qu'en fait, on a besoin d'autres personnes pour raconter l'histoire qu'on veut raconter. Quand on est ado, on pense qu'on peut tout faire tout seul, puis ils n'ont rien compris les autres. Puis quand on est jeune adulte, on se rend compte, ah bon, si je veux ça, il me faut un boulot, s'il me faut un boulot, il me faut un patron, s'il me faut un patron, il me faut ça. Puis on commence à interagir dans le monde, puis on se rend compte qu'en fait, on a besoin des autres. Enfin, puis on s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là parce que le moment où on se rend compte qu'on a besoin des autres, ça veut aussi dire que nous sommes un autre dans l'histoire que les autres racontent. Ça, c'est important. Les gens vont pas se souvenir de mon histoire. Vous n'allez pas vous souvenir de moi comme personne. Vous allez vous souvenir de l'impression que vous avez eue de vous-même en m'écoutant parler.
Donc, vous allez vous souvenir du rôle que j'ai pu avoir en soutenant l'histoire que vous voulez raconter. C'est ça qui est important. C'est l'histoire des autres. Comment est-ce que moi, je peux contribuer à l'histoire des autres? Et en même temps, ça contribue à mon histoire. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment je peux contribuer à l'histoire des autres. Pourquoi? Parce que à la fin, mon monde à moi, il est limité dans le temps. Un jour, il n'y aura plus mon monde. Par contre, ce qui restera, c'est toutes les actions qui ont été engendrées par le monde que j'ai. Donc, le in-out. Toutes les actions que j'ai eues, tout ce que j'ai fait qui sont sorties de ce monde-là, c'est comment j'ai transformé le monde dans lequel je vis. C'est ça, en fait, dont les gens vont se souvenir. Pas forcément comment c'était dans mon monde. Je l'adore, mon monde. Vraiment, j'adore. J'aime mon imagination, j'aime mes pensées, j'aime mes souvenirs, j'aime les gens qui font partie de mon monde. Vraiment, je l'adore, mon monde. Et puis, ma Covid a fait que tout à coup, je me suis un peu mis en face à ma propre mortalité. J'ai 3 enfants qui ont 9, 7 et 5 ans. Puis je me suis dit, mais mince, si je partage pas plus de ce monde-là et quelque chose m'arrive cette année-là, mes enfants pourront pas retourner pour voir le monde qui était le mien. Ça m'a un petit peu poussé à faire plus, donner plus, exprimer plus, et puis laisser un peu plus de traces, parce que je me dis, mais si tout s'arrête en 2020, 2021, ben, j'ai envie de laisser des traces à mes enfants pour qu'ils puissent un peu venir relire. Alors, là aussi, aujourd'hui, c'est un petit peu de ça, parce que généralement, j'ai trop de pudeur pour parler de mon monde, mais je me force un petit peu parce que j'aimerais bien qu'il y ait des traces pour que mes enfants puissent se retrouver aussi. Est-ce qu'il y a plusieurs mois à l'intérieur de notre propre monde? Ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Combien vous en avez besoin? Ben, voilà. Vous avez 100 milliards de neurones, vous n'allez pas vous limiter. Faites ce que vous voulez. Après, est-ce que ça sert à l'histoire que vous voulez raconter? Combien de mois est-ce qu'il vous faut? Moi, j'en ai des milliards de mois parce que j'ai des souvenirs de moi à plein de moments différents. Après, dans ce mois que j'ai été, il y a celui que j'aurais voulu être, puis il y en a plein. Après, est-ce que j'ai envie que les mois viennent surcharger mon monde? Pas tellement. Les autres, ils sont plus intéressants à un moment. Mais faites ce que vous voulez. 100 milliards de neurones. Vous avez un univers. Autant de neurones dans votre cerveau qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Faites ce que vous voulez. Combien de mois il vous faut? Alors, Christophe dit, il y a plusieurs mois, je pense, dans ma tête, au moins 15. Bah voilà, 15. Allez, un peu d'imagination, on peut faire plus. Non, mais c'est vraiment égal. Hein. Ce qui compte vraiment, c'est le moment où vous devenez cet acteur et ce narrateur de votre propre histoire, de vous demander, qu'est-ce que je vais faire de ces sens qui m'arrivent? Comment est-ce que je peux les réorganiser pour qu'ils aillent dans le sens de l'histoire que je veux raconter? Tout en ne les niant pas, hein, parce que vous êtes quand même dans le monde. Et ensuite, la question qui vient après avec ça, c'est qu'est-ce que je peux rendre au monde? Alors là, je vais vous inviter dans un moment extrêmement pénible de ma vie et je vais le faire encore une fois, normalement je le ferai pas, mais je vais le faire parce que 2020, parce que je viens de vous l'expliquer. En 2007, un dimanche matin, à 6 heures du matin, j'étais à Miami, j'ai reçu un appel de mon père et qui me disait que mon frère était décédé. Puis tout, voilà, tout s'arrête, puis on part en pilote automatique. Et puis, j'étais à Miami, j'habitais en Géorgie, en même pas 24 heures, j'ai pris un billet d'avion, j'ai fait mes valises, j'ai laissé une note sur mon bureau, j'enseignais la psycho à l'époque, j'ai laissé une note pour que la personne qui veut me remplacer sache quoi faire. Je devais faire tout ça en pilote automatique. Je vais dans l'avion, j'arrive pas à dormir, j'écoute de la musique triste, puis après c'est vrai que la musique elle était jamais assez triste. Et puis après j'avais envie d'arrêter de la musique pour penser, puis après j'arrivais jamais à penser. Enfin, tout ce que je pensais, je comprenais pas. C'était comme si j'avais une conversation où j'arrivais pas à en faire partie. Puis après j'arrive à Paris, puis et puis il y avait plein de monde. Mon père devait venir me chercher, puis il avait 2 heures de retard. Puis
puis une espèce d'impatience, de colère, enfin voilà. Puis après, je vois mon père qui conduisait à Paris, et puis bon, bah, klaxonner, c'est un peu un sport national, quoi. Mais, mais on voit que c'était l'exutoire de la colère et de la frustration de mon père, et puis voilà, il klaxonnait un peu sur tout le temps. Puis là, je débarque dans une chambre, puis on y va tous à tour de rôle, quoi. Puis je débarque dans une chambre où enfin c'est la morgue, hein. Et puis il y a des fenêtres qui sont très hautes et qui donnent juste une lueur dans la pièce. Il n'y a pas de lumière, il y a juste une lueur comme ça qui descend. Puis mon frère est sur pas dans un lit, il est sur une table en métal. Puis c'est un métal froid, tout est très froid. Puis quelques mois après, il y a le fils de Gérard Depardieu qui est décédé enfin, qui était dans cette même morgue. Après, je dis pas ça pour donner de la crédibilité ni à l'hôpital ni à mon histoire, on s'en fout. Mais c'est juste de dire, si l'endroit a pu contenir la colère et la rage et le deuil de Gérard Depardieu, ben peut-être que mon deuil à cet endroit peut être compris, enfin contenu peut-être. Mais là, moi, dans mon souvenir, j'ai l'impression d'avoir gueulé. Mais vraiment, vous savez, un cri qui sort des tripes, qui vous arrache la gorge, puis qui est tellement strident et tellement fort que même la bonne dame, 3 immeubles plus loin, doit s'arrêter de faire la vaisselle parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Moi, c'est dans mon souvenir, il y a ça. Puis évidemment, j'ai pas crié. Évidemment, c'était le silence, et puis c'était le silence qui m'avait fait mal, c'était le silence qui m'avait fait peur, parce que j'avais envie d'une présence, et puis en fait, le corps qui était devant moi, il avait plus de présence, puis c'était ça qui faisait le plus mal. Puis pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que c'est un moment de solitude extrême, puis on les vit à des moments différents dans le deuil, hein. Moi, je l'ai vécu là, dans cette chambre-là, parce que c'était une chambre froide, et puis je pense que c'est voulu pour être froid. Mais s'il y avait eu 5 personnes avec moi qui me tenaient les bras et tout, je l'aurais vécu peut-être 2 jours après dans une chambre d'hôtel, ou peut-être 3 mois après dans ma chambre à coucher, ou en forêt, ou je sais pas. Voilà, il y a un moment seul. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est parce que à cette seconde-là, toutes les informations de mes sens n'avaient plus de sens dans le monde que j'avais. On peut pas vivre dans un monde où son frère de 34 ans décède. Il n'y a pas un monde pour ça. Je l'avais pas construit. Je n'avais pas passé 32 ans à construire un monde pour que ce jour ait un sens. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors on fait quoi? On fait quoi quand le monde n'est plus en adéquation avec le monde qu'on a dans la tête? Ben, c'est ça le trauma. C'est ça. Puis pendant quelques semaines, quelques mois, pendant quelques années, ben, il faut se réapproprier son monde et se réapproprier ses sens, parce que pendant un moment, on est complètement décalé. On doute de tout. Et si ça, c'est possible, qu'est-ce qui est encore possible? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se reconstruire après ça? Comment on fait? Pourquoi? Et puis, s'il y a un psy, un coach, je sais pas, quelqu'un qui vous dit que ça vaut la peine de reconstruire le monde, machin, ça n'a pas de sens, parce que personne ne peut me promettre que dans 1 mois, 6 mois, 2 mois, j'ai plus d'autres frères, mais que cette expérience-là de perte, je vais pas la revivre. Ça, le vrai courage, c'est de reconstruire après la perte en sachant qu'on peut perdre encore. Puis on construit quoi comme monde quand on sait que la perte peut en faire partie? Ben voilà, et ben c'est là où on peut pas aller contre les sens. On accueille les sens. C'est une nouvelle expérience. Puis là, on se refait un monde où ça, c'est possible. Puis ce qui se passe, qui est absolument incroyable, c'est qu'en construisant ce monde-là, où même ce genre de perte est possible, ce genre de chambre froide est possible, ce moment de solitude est possible, mais on se rend compte qu'on en devient peut-être plus humain. Peut-être qu'on a la capacité de connecter avec d'autres personnes sur d'autres manières. Peut-être que l'écoute est plus profonde. Peut-être que la patience. Peut-être qu'on se rend compte que, ah ben non, c'est pas parce que ça fait 6 mois que maintenant la personne elle doit aller mieux. Ah non, peut-être que ça prendra des années et des années. Peut-être que ça arrivera jamais. On se rend compte pourquoi. Parce que là, c'est tout son monde qui vient d'éclater. Tout son monde. C'est pas juste la perte d'une personne. C'est le monde que la personne s'était construit avec cette personne, où cette personne nous est partie, où maintenant il faut tout à coup, enfin il faut pas, on peut maintenant recréer un monde qui a à nouveau un sens.
Voilà. Et là, c'est recommencer avec ce dont je viens de vous parler. C'est retour à la base. Nous avons donc un monde à l'intérieur de nous qui est fait de toutes ces stimulations qui nous stimulent, de toutes ces sensations qui nous stimulent, le monde d'ici et maintenant. C'est l'essence, ça commence par là. Ça vient titiller, réveiller des expériences passées, des expériences voulues, attendues, espérées, des jugements, des attentes. Et tout ça, en fonction du monde qu'on a en soi, et bien ensuite, ça va dicter la manière dont on vit dans ce monde, comment on influence le monde, comment on change le monde. Alors j'espère aujourd'hui que avec ce petit voyage ensemble, vous vous êtes découvert un peu sur d'une autre manière, et j'espère aussi quelque part que vous êtes tombé complètement raide dingue amoureux de vous-même, en vous disant que vous êtes quand même des gens formidables, qui faites des choses absolument incroyables, avec une imagination débordante, et puis que toutes ces stimulations-là que vous avez de vos sens, c'est vraiment des cadeaux, parce que vous pouvez en faire un monde à l'intérieur de vous qui vous stimule et qui vous rend heureux. Voilà. Alban, si tu veux revenir, si tu as vu des questions que j'ai loupées, je vais aussi regarder un petit peu. Je vois Sandy qui dit « La perte, je me dis que si nous perdons une connexion, il y a une réalité. » Infinie finitude, oui, bah c'est voilà. Bah, notre monde, c'est ça, c'est une infinie finitude. Ouais, alors l'injustice de la perte, on est bien d'accord, et c'est bien ce qui rend en colère. Maintenant, la seule chose qui rend presque juste, c'est que les grands bonheurs de la vie, ils arrivent de la même manière. C'est au-delà de ce que vous avez pu concevoir, imaginer, percevoir. Et puis, ça demande peut-être pas la même gymnastique, hein. C'est peut-être plus difficile quand vous êtes confronté à la perte. Mais inventer un monde pour un grand bonheur, ça prend autant d'énergie que de réinventer un monde après une grande perte. Voilà, pardon. Alban? Bah, tu as répondu pas mal aux questions en direct, hein, donc j'en ai repéré juste une auquel tu n'avais pas répondu, que tu n'as pas vu. C'est quelle est la marge entre s'auto-convaincre, repositionnement cognitif et se mentir à soi? Mais il n'y en a pas. Bon courage. Maintenant, moi, je sais pas. Je fais que des hypothèses. Après, donc, ce que je peux pas faire, c'est nier mes sens. Après, je peux me convaincre de tout ce que je veux. Parce que du moment que je nie pas l'information que mes sens me donnent, ben j'ai 100 milliards de neurones qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, je teste mes hypothèses dans le monde. Après, c'est le monde qui me renvoie l'image de est-ce que j'ai eu raison ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai loupées? Pardon. J'ai rien, enfin, j'ai pas vu de questions spéciales. Ouais. J'espère que vous vous rendez compte à quel point je m'amuse et à quel point on peut s'amuser et puis à quel point bah, ça vous appartient, c'est votre monde. Ouais. Se convaincre au niveau neuronal est aisé, bah, bravo, c'est super si c'est comme vous le ressentez. C'est plus difficile au niveau du cœur et des tripes. Bah, mais oui, parce qu'on n'est pas qu'un cerveau, mais bravo Marie. Ouais, c'est exactement ça. Maintenant, on reste un peu focalisé sur les 5 sens de l'extérieur à l'intérieur, mais on a aussi des sens qui nous donnent de l'information sur l'intérieur de nous, donc les tripes, le cœur et tout ça. Et puis, effectivement, c'est le même exercice. Hein. À la fin, tout est neuronal et tout vient dans son cerveau et tout vient de la même manière où vous avez bu votre café, votre thé, votre eau. Ça vient se contraster avec ce que vous avez vécu avant. Et puis vous allez comparer en vous disant ah ça c'est mieux, c'est moins bien, c'est presque comme si, mais ça me fait penser à j'aime pas, je veux plus, j'en veux plus. Et puis on se positionne comme ça. Donner du sens à sa vie, du bonheur aussi. Être vierge chaque matin presque, ouais, c'est possible. Après, moi, j'ai pas forcément envie tous les matins de recommencer, hein. Mais j'aime bien à la fin de ma journée me dire qu'il s'est passé des trucs que j'avais pas prévus. Ça, j'aime bien. S'il y a trop de jours consécutifs où j'ai plus de surprises, ben, je me dis qu'il me manque un peu d'aventure, effectivement.
Est-ce que dessiner le monde peut-il nous aider? Ben oui, tout ce que vous savez faire qui peut vous aider à organiser votre monde et à modifier le monde dans lequel vous êtes dans le sens de l'histoire que vous avez envie de raconter, c'est parfait. Et le besoin des autres, pourquoi est-il si important? Ben, parce qu'il y a 7 milliards de mondes sur ce monde et qu'à la fin, mon monde n'existe que s'il y a au moins un monde qui a reconnu mon monde. Au moins un. Après, voilà, l'idée, c'est de partager son monde pour partager celui des autres. Parce qu'on on est des animaux sociaux et puis qu'on vit ensemble. Enfin, moi, je sais que je suis pas très indépendante. Il y a très peu de choses que je sais faire toute seule. J'ai besoin de beaucoup de gens dans ce monde-là. En couple, devons-nous dessiner un monde à deux? Ben, faites ce que vous voulez. Attends, ça fait 200 milliards de neurones à deux. Mince, qu'est-ce qu'on peut s'amuser? Ben ouais, faites, ouais. Vous pouvez en dessiner un en commun avec ce qui est à vous en commun. Mais vous pouvez aussi partager le vôtre, vous enrichir de l'autre. Tout est possible. Bon, je sais que j'en manque. Je manque des Alors, questions. bah là, il y en a beaucoup du coup, mais bon, je sais pas. Une question sur l'hypnose, une question sur le terme zèbre. À chaque fois, c'est vous pensez quoi? Donc, c'est pour ça que je dis les deux comme ça. D'accord. Bah, je vais répondre à zèbre. Pardon. Je vais répondre à zèbre parce que il y avait dans le titre, il y a la case hyper. Alors effectivement, ben, moi j'aime bien quand je retourne à la base trouver des choses qui sont communes à tout le monde, qui localement sont différentes. Donc on vit chacun différemment ses sens et son monde, mais on a tous des sens. On a tous un cerveau qui va catégoriser les informations des sens, puis on a tous une influence dans le monde. Donc j'aime bien retourner à ce qui est vrai pour tous. Maintenant, zèbre ou potentiel, hypersensibilité, ben ça se fait beaucoup. C'est que moi je me sens très stimulée par mes sens et je sens que la sémantique, la catégorisation, l'organisation, la pensée en arborescence et tout ça, je sens que c'est très prolifique. Après, est-ce que c'est productif? C'est ça le truc. Ce qui est important, c'est de voir si j'arrive à partager ce monde-là. Il y a le lapin de ma fille qui bouge beaucoup. Ouais. Maintenant, l'hypnose. Alors, j'ai pas de réponse professionnelle en hypnose, donc je préfère pas me prononcer. Mais très volontiers en networking et très volontiers en conversation. J'ai un nom très long. N'hésitez pas à me chercher sur les réseaux sociaux, il n'y en a qu'une. Voilà. Puis on peut continuer ces conversations-là. Est-ce qu'il est plus simple quand on est très dans le ressenti des autres d'essayer de valoriser le soi dans le monde des autres pour qu'il rayonne dans le nôtre? Alors, je comprends bien la question. Enfin, je vis beaucoup dans le monde des autres et j'adore le monde des autres parce que le mien, je le connais bien. Donc, je m'ennuie un petit peu dans mon monde. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je préfère me demander comment est-ce que moi, je peux contribuer à valoriser le monde des autres dans leur monde plutôt que comment eux valorisent le mien dans le mien. Voilà, j'ai beaucoup plus de plaisir à être un second rôle dans dans l'aventure des autres. Et puis de toute façon, à la fin, j'y gagne parce que j'ai un monde plus riche, parce que j'ai des expériences que j'ai partagées, parce que j'ai eu un moment humain et puis j'y trouve mon compte. Comment organiser cette prolifération? Ben ouais. Voilà, pratique, 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 pratique. C'est un peu ça. C'est vous commencez pas aujourd'hui, vous l'avez fait toute votre vie. Vous avez déjà plein de cases, vous avez déjà plein de mémoires, plein de souvenirs, plein de choses qu'on a déjà organisées. Maintenant, je dirais c'est par rapport à votre activité. Qu'est-ce que vous voulez en faire?
si on m'offre des palettes de peinture, mais que je sais pas peindre, ça me servira pas à grand chose. Donc, organisez vos sensations, vos expériences, vos mémoires, vos souvenirs, vos émotions par rapport à ce qui va vous être le plus utile dans ce que vous allez en faire. Mais on va pas pouvoir continuer en direct les questions, mais bon, comme tu disais, on peut te retrouver après, quelque part, de toute façon, pour te reposer. Ça marche. À bientôt. Merci pour tout. Au Juste, je revoir. voulais dire un mot sur Christine, c'est que il y a 1 an et demi à peu près, quand j'ai rencontré Christine, je commençais à me dire que peut-être ça fonctionnait pas. Enfin, la façon dont je voyais les choses, dans ce que j'essayais de faire, dans tout ce que je faisais, je me disais, ça doit pas être juste parce il y a très peu de retours qui soient accordés. Et puis, vraiment, quand j'ai rencontré Christine, j'ai vu il y avait un écho qui était tellement juste que je me suis dit, waouh, non, en fait, c'est possible. Et ça a fait une spirale positive dans ma vie qui a fait que tout est devenu possible. Donc, vraiment, grand merci, Christine. Et grand merci à toi pour ta présence ce matin et pour ta présence, au monde. Et merci infiniment. Merci. Merci. Et donc, on se retrouve, de toute façon, Christine, on te retrouve cet après-midi avec Paola et puis après dans la table ronde. Et moi, je vous retrouve tout de suite avec Elodie. Ça marche.